Mon mari a menti pendant 30 ans. Ce que j'ai trouvé dans la cave a tout changé quand j'ai tenu cette photographie entre mes mains tremblantes. J'ai senti mon monde s'effondrer comme un château de cartes mouillé par la pluie d'automne qui battait contre les fenêtres de la cave. Je m'appelle Claire, j'ai 58 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais connaître parfaitement l'homme avec qui j'ai partagé 3 décennies de ma vie. Philippe et moi nous sommes mariés quand j'avais seulement 28 ans, lors d'une petite cérémonie à l'église Saint-Germain, à Lyon. Nous étions le couple parfait aux yeux de tous. Lui, ingénieur respecté, moi, professeur dévoué qui avait abandonné sa carrière pour s'occuper de la maison et de nos 2 enfants. La matinée du 15 octobre a commencé comme tant d'autres. Le ciel gris de Lyon promettait encore un après-midi pluvieux, et j'avais décidé de ranger enfin la cave de notre maison dans le quartier de la Croix-Rousse. Philippe était en déplacement professionnel ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai descendu les escaliers qui grinçaient, sentant l'odeur de moisi et d'humidité qui m'avait toujours dérangé. Des cartons empilés depuis des années attendaient mon attention. Enfin, je vais mettre de l'ordre dans ce bazar, ai-je murmuré pour moi-même, en allumant l'ampoule jaunâtre qui éclairait précairement l'espace. Les premiers cartons contenaient exactement ce que j'attendais, de vieux documents, des photos des garçons petits, quelques livres de l'époque où j'enseignais encore. Mais c'est dans le 5e carton, caché derrière une pile de vieux magazines, que ma vie a changé à jamais. Le carton était scellé avec du ruban adhésif déjà desséché par le temps. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un dossier en cuir marron, élégant, que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, des documents soigneusement organisés dans des pochettes plastiques. Le premier papier que j'ai pris m'a fait me demander si je rêvais, c'était un acte de naissance. D'un enfant appelé Antoine Moreau. Date de naissance, 12 mars 1987. Nom du père, Philippe Moreau. Mon Philippe. Mes mains ont commencé à trembler. Antoine était né en 1987, seulement 2 ans après notre mariage. Quand notre fils cadet, Thomas, n'avait que 3 ans. Philippe disait toujours qu'il voyageait tant à cause du travail, que c'était la seule façon de nous garantir une vie confortable. J'ai continué à fouiller dans les papiers, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Il y avait d'autres actes de naissance, des photos d'une femme brune que je ne connaissais pas, tenant un bébé dans ses bras. Et des lettres. Des dizaines de lettres manuscrites de la même écriture féminine délicate. Mon cher Philippe, commençait l'une d'elles, datée de juillet 1988. Antoine a fait ses premiers pas hier. Comme tu as dit que tu ne pourrais pas venir ce mois-ci, j'ai tout filmé. Il ressemble exactement à son père. La lettre a glissé de mes doigts et est tombée sur le sol poussiéreux. Je me suis assise sur un vieux carton, essayant de digérer ce que je découvrais. Mon mari, l'homme qui me serrait dans ses bras chaque soir, qui embrassait mon front avant chaque voyage, qui me disait être la femme de sa vie, avait une famille parallèle. J'ai pris une autre photo. Philippe, visiblement plus jeune, enlacé à la même femme brune, tous deux souriant dans un parc que je n'ai pas reconnu. Au verso, une dédicace, pour mon amour éternel, Isabelle. Paris, printemps 1986. 1986, 1 an après notre mariage. La pluie dehors s'est intensifiée, et le bruit des gouttes contre les petites fenêtres de la cave semblait faire écho aux larmes qui commençaient à couler sur mon visage. Comment ai-je pu être si naïve? Comment n'ai-je pas perçu les signes pendant toutes ces années? J'ai continué à fouiller dans le carton comme si j'étais une archéologue découvrant les fragments d'une civilisation perdue, la civilisation de ma propre vie. Il y avait des relevés bancaires d'un compte que j'ignorais, des reçus de paiement d'un appartement à Paris, des documents scolaires d'Antoine. Une vie entière construite parallèlement à la nôtre. La dernière chose que j'ai trouvée était un petit carnet, avec une couverture de cuir usé. Les pages jaunies contenaient des notes de l'écriture de Philippe. Des dates, des horaires, des rendez-vous. Et dans le coin inférieur de la première page, une phrase qui m'a coupé comme une lame. Claire ne doit pas savoir. Jamais. J'ai fermé le carnet brutalement et me suis adossée au mur froid de la cave. 30 ans. 3 décennies de mariage que je pensais solides comme les pierres centenaires de notre maison. Et tout n'était qu'une mise en scène élaborée, un théâtre où je jouais le rôle de l'épouse parfaite sans même savoir que j'étais en train d'interpréter. Le téléphone a sonné en haut, interrompant mes pensées. C'était Philippe, appelant de Marseille, où il était soi-disant en train de finaliser un contrat important. « Bonjour, mon amour », a-t-il dit avec la même voix tendre que d'habitude. « Comment s'est passée ta journée ?
J'ai regardé les documents éparpillés autour de moi, les preuves d'une trahison qui durait plus longtemps que la vie de mes propres enfants. Elle a été révélatrice, ai-je répondu, me surprenant de la fermeté de ma propre voix. Je ne savais pas encore ce que je ferais de cette découverte, mais j'étais sûre d'une chose, la Claire qui a remonté ses escaliers vers la cuisine n'était pas la même que celle qui était descendue 1 heure plus tôt. Il m'a fallu 3 jours pour rassembler le courage de retourner à la cave, mais quand j'ai finalement redescendu ces escaliers, c'était comme si je descendais dans les profondeurs de mon âme fragmentée. L'insomnie était devenue ma compagne constante. Philippe était rentré de son « voyage d'affaires » la veille, m'embrassant le front comme toujours, s'enquérant de ma journée avec le même intérêt apparent de 3 décennies. Mais maintenant, je voyais tout différemment. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire, tout semblait faire partie d'une performance soigneusement répétée. Pendant le petit déjeuner, je l'ai observé lisant le journal Le Progrès, faisant des commentaires sur les nouvelles locales de Lyon. Comme toujours. Comme il l'avait toujours fait. Mais maintenant, je me demandais, quand il était à Paris, prenait-il le petit déjeuner avec Isabelle? Lisait-il les nouvelles à Antoine? Tu vas bien, Claire? A-t-il demandé, remarquant mon silence. Tu es un peu distante depuis que je suis rentrée. Je suis juste un peu fatiguée, ai-je menti, en lui servant plus de café. J'ai nettoyé la cave. C'est un travail plus lourd que je ne l'imaginais. Quelque chose a changé sur son visage. C'était subtil, presque imperceptible, mais après 30 ans de mariage, je connaissais chaque micro-expression de Philippe. Ses yeux se sont légèrement contractés, comme il le faisait quand il était préoccupé par quelque chose au travail. La cave, a-t-il répété, essayant de paraître désinvolte. Tant mieux. Il était temps qu'on organise ce bazar. À ce moment-là, j'en ai eu la certitude. Il savait exactement ce qui pourrait être caché là-dessous. Dès que Philippe est parti au travail, je suis retournée à la cave avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette fois, j'ai apporté une chaise confortable, une tasse de thé et un bon éclairage. Si j'allais découvrir toute la vérité sur ma vie, je le ferais correctement. J'ai repris l'exploration du carton, mais maintenant avec méthode. J'ai tout organisé chronologiquement, comme je le faisais quand je préparais des cours d'histoire pour mes élèves, il y a tant d'années. Les premières preuves de la trahison dataient de 1985, seulement quelques mois après notre mariage. Une lettre d'Isabelle, écrite sur du papier parfumé. « Philippe, je n'arrive pas à arrêter de penser à notre nuit à Montmartre. Je sais que tu t'es marié, mais ce que nous avons est trop spécial pour finir ainsi. Montmartre. » Je me suis souvenu de Philippe me racontant un voyage d'affaires urgent à Paris, peu après notre lune de miel. Question technique complexe, avait-il dit. Tu t'ennuierais, mon amour. J'ai continué à lire. Les lettres révélaient une relation qui avait évolué rapidement. Isabelle était artiste plasticienne, elle vivait dans un atelier du Marais. D'après les correspondances, je me suis rendu compte que Philippe lui rendait visite au moins 2 fois par mois. Toujours avec des excuses de travail que je n'avais jamais remises en question. En 1986, le ton des lettres a changé. Isabelle était enceinte. Notre petit miracle grandit, écrivait-elle. Je promets que ce sera notre secret, comme tu l'as demandé. Je ne te presserai jamais de quitter Claire. Mais j'ai besoin que tu saches que ce bébé est le fruit de notre amour. J'ai arrêté de lire et me suis levée, marchant en rond dans le petit espace de la cave. Pendant que je rêvais d'avoir des enfants avec Philippe, pendant que nous passions par des mois difficiles à essayer de concevoir, il attendait déjà un enfant avec une autre femme. Notre premier fils, Pierre, est né seulement en 1989. Je me souviens des 2 années précédentes comme d'une période de frustration et d'angoisse. Philippe me consolait toujours, disant que cela arriverait au bon moment, qu'on ne devait pas se mettre la pression. Pendant ce temps, il était déjà père d'Antoine depuis 2 ans. Les photos me faisaient plus mal que les lettres. Antoine grandissant, souriant, apprenant à marcher, commençant l'école. Philippe présent dans de nombreux moments importants. Il y avait même des photos d'anniversaire, de Noël, de vacances à la plage. Une famille heureuse, parallèle à la nôtre. J'ai aussi trouvé des documents financiers révélateurs. Philippe maintenait 2 comptes bancaires que j'ignorais. Un destiné aux dépenses d'Isabelle et d'Antoine, l'autre pour des investissements qu'il n'avait jamais mentionnés. L'argent que je pensais qu'il dépensait pour nous était divisé en 3. Mais la découverte la plus choquante est venue dans un dossier séparé, plus récent que les autres.
Des documents récents, d'il y a seulement 2 ans. Des certificats médicaux d'Isabelle. Diagnostic, cancer du sein à un stade avancé. Des rapports de traitement, d'hospitalisation, de chimiothérapie. Et puis, un acte de décès. Isabelle Dubois, décédée en mars 2023. Il y a seulement 6 mois. Mon esprit est revenu à cette période. Philippe avait été particulièrement abattu pendant quelques semaines, au début de l'année. Il avait dit qu'il traversait une phase difficile au travail, que quelques projets importants n'avaient pas abouti. Je l'avais consolé, j'avais fait ses plats favoris, j'avais respecté ses moments de silence. Il était en deuil. Il souffrait de la perte de la femme qu'il aimait depuis 40 ans, et moi, sans rien savoir, j'essayais de le réconforter en parlant de nos projets pour l'été. Le dernier dossier contenait des correspondances entre Philippe et Antoine. Des lettres d'un jeune adulte à son père, parlant de la faculté de médecine qu'il suivait à Paris, de ses rêves de devenir pédiatre comme sa mère le souhaitait, de combien elle lui manquait. Et la réponse de Philippe, datée d'il y a seulement 1 mois, « Mon cher fils, je sais que c'est un moment difficile pour nous deux. Avec le départ de ta mère, nous devons nous soutenir mutuellement. Bientôt, les choses vont se résoudre, et nous pourrons être plus proches. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour tout organiser. » Organiser quoi? Qu'est-ce que Philippe était en train de planifier? Le bruit de la porte du garage m'a fait sursauter. Philippe était rentré plus tôt du travail. Rapidement, j'ai tout remis dans le carton et j'ai monté les escaliers, essayant de composer une expression neutre. « Claire? Où es-tu » a-t-il appelé depuis l'étage. Ici en bas, en train d'organiser la cave, ai-je répondu, en éteignant la lumière et en montant. Quand je suis arrivée à la cuisine, Philippe m'attendait avec un bouquet de roses rouges, mes fleurs préférées. « J'ai pensé à toi aujourd'hui » a-t-il dit, en m'embrassant. J'ai pensé qu'on méritait un dîner spécial. Et si on dînait dans ce petit restaurant que tu aimes, dans le Vieux-Lyon? J'ai regardé vers lui, vers son sourire affectueux, vers les yeux qui me regardaient avec un amour apparent. C'était le même homme qui m'avait trompé pendant 30 ans, qui avait une autre famille, qui avait pleuré la mort d'un autre amour pendant que je pensais le consoler pour des problèmes professionnels. Ce serait merveilleux, ai-je répondu, forçant un sourire. Mais pendant qu'il parlait de la réservation qu'il ferait, du vin qu'on commanderait, je pensais aux mots de sa lettre à Antoine. Bientôt, les choses vont se résoudre. Qu'est-ce que Philippe était en train de planifier pour résoudre? Et quel serait mon rôle dans cette résolution? Quand Philippe a embrassé mon front ce lundi matin, en disant qu'il reviendrait vendredi de son dernier voyage important, j'ai su qu'était arrivé le moment de confronter non seulement lui, mais surtout la femme que j'avais été pendant 3 décennies. La porte s'est fermée derrière lui avec le même bruit que d'habitude, mais cette fois je n'ai pas couru vers la fenêtre pour faire signe comme une épouse dévouée. Je suis restée immobile dans l'entrée, observant la maison vide autour de moi, sentant pour la première fois en années que j'avais l'espace pour respirer. Les 5 jours seuls à la maison m'ont donné l'opportunité de faire quelque chose que je ne faisais plus depuis longtemps, penser à moi-même. Pas à Philippe, pas aux garçons, pas aux besoins de la maison. À Claire. J'ai passé toute la matinée assise dans le fauteuil du salon, ce fauteuil beige que Philippe avait choisi parce qu'il allait avec la décoration, en observant notre maison comme si je la voyais pour la première fois. Chaque meuble, chaque tableau, chaque objet décoratif avait été choisi en pensant à ce que Philippe aimerait. Même la couleur des murs, un beige neutre qu'il considérait élégant et intemporel, reflétait ses goûts, pas les miens. Je me suis vaguement souvenu avoir suggéré un bleu doux pour le salon, il y a des années. Le bleu est trop personnel, Claire, avait-il dit avec ce sourire condescendant. Le beige est plus sophistiqué. J'ai marché dans la maison comme une étrangère explorant un musée. Dans la cuisine, tous les électroménagers étaient de la marque que Philippe avait recherchée et approuvée. Dans la chambre, les rideaux étaient du tissu qu'il avait choisi. Même mes vêtements dans l'armoire suivaient un modèle. Couleur neutre, coupe conservatrice, rien qui attire trop l'attention ou déplaise à son goût. Quand était-ce la dernière fois que j'avais pris une décision basée exclusivement sur ce que je voulais? La question a résonné dans mon esprit toute la journée. J'ai essayé de me souvenir, fouillant dans des décennies de mémoire, mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse. Depuis le premier rendez-vous avec Philippe, quand j'avais 26 ans, ma vie avait été modelée par ses préférences, opinions et désirs. L'après-midi, j'ai fait quelque chose que je ne faisais plus depuis des années, j'ai appelé une ancienne collègue de l'époque où j'enseignais.
Brigitte et moi avions perdu le contact quand j'avais arrêté de travailler, mais j'avais réussi à trouver son numéro grâce à une recherche sur Internet. Claire? Mon Dieu, quelle surprise! Sa voix sonnait authentiquement joyeuse. Comment tu vas? Ça fait si longtemps. Brigitte, puis-je te poser une question étrange? Tu te souviens de comment j'étais avant de me marier? Il y a eu une pause. Quelle question intéressante. Pourquoi tu veux savoir? Juste, curiosité. Eh bien, tu étais une des professeurs les plus passionnées que j'ai connues. Je me souviens de toi parlant de tes projets de faire un master, de rechercher sur les femmes médiévales. Tu avais une énergie contagieuse quand tu parlais d'histoire. Et tu étais déterminée, décidée. Je me souviens de toi défendant tes idées lors des réunions pédagogiques, même quand le directeur n'était pas d'accord. Déterminée. Décidée. Avais-je été ainsi? Pourquoi tu as arrêté d'enseigner, Claire? Tu adorais ça. Philippe a pensé qu'il valait mieux que je me consacre entièrement à la famille quand Pierre est né. Et tu étais d'accord? La question est restée suspendue dans l'air. Étais-je d'accord? Ou avais-je simplement accepté sans questionner? Le mardi, j'ai appelé notre fille Marie à Bordeaux. J'avais besoin d'entendre une perspective externe sur qui j'avais été. Maman, quelle bonne surprise, a-t-elle dit, authentiquement joyeuse. Papa a encore voyagé. Oui, ma chérie. Marie, puis-je te poser une question? Tu te souviens que j'ai eu des rêves propres quand j'étais plus jeune? Avant de me marier avec ton père? Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. Quelle question étrange, maman. Pourquoi tu veux savoir ça? Juste de la curiosité. J'ai réfléchi à certaines choses. Eh bien, je me souviens vaguement que tu mentionnais vouloir faire un master en histoire, peut-être enseigner à l'université. Tu as toujours été passionné par l'histoire médiévale, tu te souviens? J'adorais quand tu me racontais des histoires sur des reines et des princesses courageuses du Moyen Âge. Mais après la naissance de Pierre, tu t'es entièrement consacrée à être mère. Histoire médiévale. Comment avais-je pu oublier? Je rêvais de rechercher sur la vie des femmes dans les couvents du XIIIe siècle, sur comment elles trouvaient des façons d'exercer le pouvoir dans une société qui les limitait. Je voulais comprendre comment des femmes comme Hildegarde de Bingen obtenaient une influence intellectuelle et spirituelle dans un monde dominé par les hommes. L'ironie était amère. Pendant que j'étudiais des femmes médiévales qui luttaient pour l'autonomie, je devenais une version moderne d'elle-même, limitée, réduite au silence, définie seulement à travers les hommes de ma vie. Maman, tu es encore là? Je suis là, ma chérie. Je me souviens juste. Tu sais qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les études, hein? Je connais plusieurs personnes qui sont retournées à l'université après 50 ans. Après avoir raccroché, je suis restée à penser aux mots de Marie. Jamais trop tard. Était-ce vrai? L'après-midi, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai conduit jusqu'à l'université de Lyon, où j'avais étudié il y a plus de 30 ans. Le campus était différent, modernisé, mais la bibliothèque centrale restait la même. Je suis entrée et j'ai marché dans les couloirs, respirant l'odeur familière de livres et de connaissances. Dans la section d'histoire médiévale, j'ai pris quelques livres au hasard et me suis assise à une table isolée. Pendant 2 heures, j'ai lu sur les recherches les plus récentes dans le domaine. J'ai découvert que beaucoup avait changé, que de nouvelles méthodologies avaient émergé, que des archives autrefois inaccessibles étaient en cours de numérisation. J'ai senti une étincelle de quelque chose que j'avais oublié qui existait, l'enthousiasme intellectuel. Le mercredi, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai conduit jusqu'à Paris. C'était un voyage de 4 heures que je n'avais jamais fait seul. Philippe insistait toujours pour conduire lors de longs voyages, disant que les routes étaient dangereuses pour une femme seule, que je n'avais pas assez d'expérience avec la circulation des grandes villes. Mais ce matin-là, j'ai réglé le GPS, mis une playlist de musique classique, quelque chose que Philippe considérait trop prétentieux, et j'ai pris la route. Le voyage a été révélateur. J'ai découvert que j'étais une conductrice compétente, que je pouvais naviguer dans la circulation parisienne sans problème, que je pouvais prendre mes propres décisions sur quand m'arrêter, où déjeuner, quelle route suivre. Pourquoi avais-je cru pendant tant d'années que j'avais besoin de protection pour des tâches si simples? J'ai trouvé l'appartement d'Isabelle dans le Marais grâce à l'adresse qui figurait dans les documents. C'était un bâtiment historique du XVIIe siècle, avec des fenêtres ornementées qui donnaient sur une rue charmante et étroite.
La façade de pierre claire contrastait avec les jardinières rouges sur les balcons, créant une image qui semblait sortie d'une carte postale. Je suis restée debout sur le trottoir pendant presque 1 heure, imaginant Philippe montant ses escaliers usés par le temps, vivant une vie complètement différente de la nôtre. Combien de fois était-il passé par cette porte bleue délavée? Combien de nuits avait-il dormi là pendant que je l'attendais à la maison, inquiète pour sa sécurité lors des difficiles voyages d'affaires? Une dame âgée est sortie du bâtiment, portant un sac de course. Elle m'a remarqué debout là et a ralenti le pas. « Puis-je vous aider, madame ?» a-t-elle demandé gentiment, avec un accent parisien prononcé. Je connaissais quelqu'un qui habitait ici. Isabelle Dubois. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Ah, Isabelle! Quelle femme merveilleuse! Une artiste talentueuse et une mère dévouée. Elle est morte il y a quelques mois, la pauvre. Le cancer a emporté une personne très spéciale. Vous étiez proche. Voisine depuis 15 ans. Isabelle vivait au 3e étage, elle avait un atelier adorable plein de lumière. Elle peignait de belles aquarelles, en vendait quelques-unes dans de petites galeries. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais elle était passionnée par ce qu'elle faisait. La dame m'a observé avec curiosité. Puis-je demander comment vous la connaissiez? J'ai hésité. Comment expliquer? Par une connaissance commune. Isabelle était réservée sur sa vie personnelle, mais je savais qu'elle avait une relation compliquée. L'homme de sa vie était marié, vous savez? Elle n'a jamais dit du mal de lui, elle disait toujours que la situation était difficile pour toutes les personnes impliquées. Une femme très digne, même dans une situation comme ça. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Même en étant l'autre, Isabelle avait la compréhension pour ma situation. Elle savait que j'existais et avait choisi de ne pas interférer. Elle avait un fils, n'est-ce pas? Antoine, oui. Un garçon merveilleux, étudiant en médecine à la Sorbonne. Isabelle était très fière de lui. Elle a élevé ce garçon pratiquement seule, vous savez? Le père apparaissait de temps en temps, mais la responsabilité était entièrement sur elle. La dame a soupiré. Antoine traverse un moment difficile, le pauvre. Il a perdu sa mère et maintenant il doit faire face à une situation familiale complexe. Isabelle disait toujours qu'un jour les choses se résoudraient, que la vérité éclaterait. Je pense qu'elle savait qu'elle ne vivrait pas longtemps. Il habite encore ici. Non, il a déménagé dans un appartement plus petit près de l'université. Mais il revient ici parfois, pour visiter l'atelier. Il décide encore quoi faire avec les peintures de sa mère. J'ai remercié la dame et j'ai marché dans le quartier, essayant d'imaginer comment était la vie d'Isabelle ici. Le Marais était vibrant, plein de cafés charmants, de galeries d'art, de librairies indépendantes. C'était le type d'endroit où j'avais toujours rêvé de vivre quand j'étais jeune, bohème, intellectuel, libre. Je me suis arrêtée dans un petit café au coin et j'ai commandé un expresso. Pendant que j'observais les gens passer dans la rue, j'ai pensé aux choix qu'on fait dans la vie. Isabelle avait choisi de vivre sa passion pour l'art, même avec des ressources limitées. Elle avait élevé un fils seul, maintenant sa dignité dans une situation difficile. Elle avait aimé un homme engagé pendant 40 ans sans essayer de détruire sa famille. Et moi? Quel choix avais-je fait? Ou avais-je simplement laissé les autres choisir pour moi? Je suis rentrée à Lyon avec un poids encore plus lourd sur le cœur, mais aussi avec une détermination croissante. Isabelle n'était pas la méchante de l'histoire que j'avais construite dans mon esprit. C'était une femme qui avait aimé un homme engagé et avait fait de son mieux avec une situation impossible. Antoine était un jeune homme qui avait perdu sa mère et attendait maintenant que son père assume finalement son existence. Et moi? J'étais l'épouse qui avait vécu une vie entière basée sur des mensonges, sans même soupçonner. Mais peut-être, plus important, j'étais aussi une femme qui avait encore le temps de réécrire sa propre histoire. Le jeudi, j'ai fait quelque chose que je ne faisais plus depuis des années. Je suis allée seule chez le coiffeur et j'ai demandé qu'on me coupe les cheveux. Pas la coupe conservatrice à hauteur d'épaule que Philippe aimait, élégante et appropriée pour une femme de votre âge, mais quelque chose de plus moderne, de plus audacieux. Je veux quelque chose de différent, ai-je dit à Amélie, la jeune coiffeuse qui me recevait. Quelque chose qui me fasse me sentir moi-même. Amélie m'a étudiée dans le miroir. Vous avez un visage magnifique. Que diriez-vous d'une coupe au carré moderne? Plus court, avec une frange douce?
Ça va mettre en valeur vos yeux. Pour la première fois en décennies, j'ai pris une décision sur mon apparence sans consulter Philippe. Allons-y. Pendant qu'Amélie travaillait, nous avons bavardé de banalités. Elle m'a raconté ses études d'esthétique, son rêve d'avoir son propre salon. Je me suis entendu parler de mes anciens projets de faire un master, de ma passion pour l'histoire médiévale. Vous devriez reprendre vos études, a-t-elle dit, en appliquant le produit sur mes cheveux. Ma grand-mère est retournée à l'université à 60 ans. Aujourd'hui, elle est avocate spécialisée dans les droits des personnes âgées. N'est-il pas trop tard? Trop tard, pourquoi? Pour apprendre? Pour grandir? Pour se réaliser? Amélie a souri. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent dans vos yeux, une lumière qui n'était pas là quand vous êtes arrivée. Elle avait raison. Quand je me suis regardée dans le miroir à la fin, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas complètement, mais qui me plaisait. La nouvelle coupe mettait en valeur mes yeux bleus, rendait mon visage plus jeune, plus expressif. C'était un petit acte de rébellion, mais significatif. Après le coiffeur, j'ai fait autre chose d'impulsif. Je suis entrée dans une librairie et j'ai acheté 5 livres sur l'histoire médiévale, des recherches récentes que je n'avais jamais lues parce que Philippe considérait mes passe-temps académiques comme une perte de temps. Tu as déjà tant de livres à la maison, disait-il toujours. Pourquoi dépenser de l'argent pour d'autres? Ce jour-là, j'ai dépensé 200 € en livres et je n'ai pas ressenti la moindre culpabilité. Le soir, je me suis préparé un dîner simple, saumon grillé aux herbes, une salade colorée, un verre de vin blanc. Philippe préférait toujours les viandes rouges et considérait le poisson comme de la nourriture de régime. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, en lisant un de mes nouveaux livres. Pour la première fois en année, un repas a été un moment de plaisir personnel, pas seulement une obligation domestique. Philippe est rentré vendredi après-midi, comme promis. Il m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner ratatouille, son plat préféré. C'était presque comme si je jouais le rôle de l'épouse parfaite une dernière fois. Tu t'es coupé les cheveux, a-t-il dit dès qu'il m'a vu, et je n'ai pas réussi à identifier s'il y avait de l'approbation ou de la désapprobation dans sa voix. Oui. J'ai pensé qu'il était temps de changer. Il m'a observé un moment, comme s'il voyait une inconnue. Ça fait différent. Différent comment? Plus jeune. Moderne. Je n'ai pas demandé s'il aimait. Pour la première fois, son opinion sur mon apparence ne m'importait pas. Nous avons dîné en parlant de banalité. Il m'a raconté la réunion importante qu'il avait eue à Marseille, les nouveaux contrats qu'il avait signés, les collègues qu'il avait rencontrés. Je l'ai écouté avec la patience de quelqu'un qui connaît une histoire apprise par cœur, chaque mot soigneusement choisi pour soutenir un mensonge. Et toi? A-t-il demandé. Comment se sont passés ces jours seuls? Révélateur, ai-je répondu, et quelque chose dans mon ton l'a fait me regarder plus attentivement. Révélateur comment? J'ai découvert certaines choses sur moi-même. Il a ri, ce rire condescendant que je connaissais si bien. Claire, tu m'inquiètes parfois avec tes réflexions existentielles. Les femmes de ton âge traversent ces phases. Les femmes de mon âge. Des phases. Comme si mon éveil à ma propre vie n'était qu'un autre caprice féminin à tolérer. Après le dîner, pendant qu'il regardait le journal télévisé, toujours les mêmes nouvelles, toujours les mêmes commentaires prévisibles, je suis montée dans notre chambre et j'ai pris le dossier que j'avais caché dans mon armoire pendant la semaine. À l'intérieur, organisé chronologiquement, se trouvaient toutes les preuves de la double vie de Philippe. J'ai respiré profondément. Il était temps. Philippe, ai-je appelé, en descendant les escaliers avec les documents à la main. Nous devons parler. Il a éteint la télévision et s'est tourné vers moi avec cette expression de mari attentionné qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Quand il a vu le dossier dans mes mains, toute couleur a disparu de son visage. Claire. 30 ans, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. 30 ans de mensonges, Philippe. J'ai posé la première photo sur la table basse, lui, Isabelle et Antoine lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, tous souriants comme une famille heureuse. Antoine semblait avoir une dizaine d'années sur la photo. Ses mains ont tremblé quand il l'a prise. Comment as-tu découvert? La cave. Tu as laissé un carton là-bas, avec toute la documentation de ton autre vie. 40 ans de preuves, Philippe. 40 ans. Il a baissé la tête, les mains couvrant son visage.
L'homme confiant et contrôlé que je connaissais avait disparu, révélant quelqu'un de beaucoup plus fragile. Je voulais te dire. J'ai essayé tant de fois. Tu as essayé quand? Quand tu me consolais de ne pas réussir à tomber enceinte alors que tu avais déjà un fils avec une autre femme. Quand tu disais que tu m'aimais tous les soirs avant d'aller au lit que nous partagions. Quand nous planifions notre avenir ensemble. Chaque mot sortait chargé de 3 décennies d'amour trahi, de confiance détruite, d'une vie construite sur des sables mouvants. Tu as rencontré Isabelle avant même notre mariage, n'est-ce pas? Il a hoché la tête en silence, toujours sans courage de me regarder dans les yeux. Combien de temps avant? 2 ans, a-t-il murmuré. Et pourquoi t'es-tu marié avec moi si tu aimais déjà une autre personne? Philippe a finalement levé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais je n'ai pas réussi à avoir pitié de lui. Parce que c'était plus facile. Tu représentais la stabilité, la respectabilité. Mes parents t'approuvaient, mes collègues de travail enviaient notre relation. Isabelle c'était la passion, l'art, la liberté. Mais ce n'était pas le type de femme qu'un ingénieur respectable présente à ses parents. La froideur de son explication m'a coupé plus profondément que n'importe quelle trahison sexuelle aurait pu le faire. J'avais été choisie non par amour, mais par convenance sociale. J'étais l'épouse décorative, celle qui servait à présenter dans les dîners d'affaires et les réunions familiales. Et Antoine? C'est mon fils, a-t-il admis, sa voix se brisant. Mon premier-né. Pendant que je souffrais de ne pas réussir à tomber enceinte, pleurant mois après mois quand mes règles arrivaient, tu étais déjà père d'un autre fils. Claire, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Isabelle c'est compliqué. C'était compliqué pendant 40 ans? 40 ans de mensonges, Philippe. 40 ans de moi vivant une vie qui était une mise en scène. J'ai posé une autre photo sur la table, Isabelle à l'hôpital, visiblement affaiblie par le cancer, avec Philippe tenant sa main. Et maintenant, Isabelle est morte, Philippe. J'ai vu les documents médicaux, l'acte de décès. Je sais que tu as été à ses côtés jusqu'à la fin, pendant que je pensais que tu traversais une phase difficile au travail. Il a commencé à pleurer ouvertement maintenant. Je ne savais pas comment te dire. Comment expliquer 40 ans de mensonges. C'est le mot que tu cherches. Antoine a besoin de moi maintenant, a-t-il dit entre ses sanglots. Il a perdu sa mère, et je suis tout ce qu'il a. Et nous? Et notre famille? Et ces 30 ans ensemble? Vous avez toujours été importants pour moi. Pierre, Thomas, Marie, vous êtes ma famille. Ta famille officielle, ai-je corrigé, sentant un calme étrange m'envelopper. Ta famille socialement acceptable. Ta vie publique pendant que tu vivais ta vraie vie ailleurs. Philippe s'est levé et a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé instinctivement. Claire, s'il te plaît. Nous pouvons parler de ça, trouver une solution. Je peux expliquer. Quelle explication existe pour 40 ans de mensonges? Quelle solution, Philippe? Tu veux que j'accepte Antoine comme beau-fils? Que je fasse semblant de ne pas avoir été trompée pendant 3 décennies? Que je continue à jouer le rôle de l'épouse parfaite pendant que tu assumes finalement ton autre famille? Je ne sais pas, a-t-il admis, s'effondrant complètement. Je ne sais pas comment résoudre ça. Je n'ai jamais pensé que ça arriverait à ce point. Tu n'as jamais pensé être découvert, tu veux dire. À ce moment-là, en regardant l'homme qui avait été le centre de ma vie pendant si longtemps, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Pitié pour lui, pour la situation qu'il avait créée, pour les choix lâches qu'il avait faits. Mais avec la pitié est venue une clarté que je ne ressentais plus depuis des décennies. Je sais comment résoudre, ai-je dit, surprise par ma propre certitude. Comment? Tu vas à Paris t'occuper d'Antoine. Il a perdu sa mère et a besoin de son père, du vrai père, pas d'un homme partagé entre 2 vies. Et moi? J'ai fait une pause, sentant la force des mots que j'étais sur le point de prononcer. Je vais découvrir qui je suis quand je ne suis pas l'épouse de Philippe Moreau. Il m'a regardé avec un choc authentique. Tu veux divorcer? Je veux retrouver ma vie. La phrase a résonné dans le salon silencieux. Pour la première fois en 3 décennies, j'avais pris une décision importante sur mon avenir sans consulter personne, sans me soucier de l'approbation externe, sans penser à ce qui était approprié ou attendu. Claire, tu es impulsive. Tu es blessée,
Et je comprends, mais ça ne doit pas détruire notre mariage. Nous pouvons aller voir un conseiller, parler. Parler de quoi? De comment tu vas expliquer 40 ans de mensonges. De comment nous allons incorporer Antoine à notre famille. De comment je vais faire semblant de ne pas avoir découvert que toute ma vie était une farce. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, regardant le jardin que j'avais soigné avec tant d'affection toutes ces années. Même les plantes là avaient été choisies en pensant à ce que Philippe trouverait beau. Tu sais quelle est la partie la plus triste de tout ça, Philippe? Il a secoué la tête, attendant. Ce n'est pas que tu m'aies trahi. Ce n'est pas que tu aies eu un autre fils. Ce n'est même pas que tu aies menti pendant 40 ans. Je me suis tournée pour le regarder. C'est que tu m'as choisi pour les mauvaises raisons. Tu ne m'as pas aimé pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais. Et j'ai laissé ça arriver. J'ai passé 3 décennies à être une version éditée de moi-même pour correspondre à tes attentes. Ce n'est pas vrai. Non? Quand était-ce la dernière fois que tu t'es authentiquement intéressé à mes pensées, mes rêves, mes opinions qui ne coïncidaient pas avec les tiennes? Quand était-ce la dernière fois que tu m'as vue comme Claire, pas comme l'épouse de Philippe? Il est resté silencieux parce qu'il n'y avait pas de réponse. Isabelle a peut-être été ta maîtresse, mais moi j'ai été ta prisonnière dorée. Et le pire c'est que j'ai moi-même forgé les menottes. Je suis retournée à la table et j'ai commencé à ranger les documents dans le dossier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-il demandé, sa voix petite comme celle d'un enfant perdu. D'abord, je vais parler aux enfants. Ils ont le droit de connaître la vérité sur le père qu'ils idolâtrent et sur le frère qu'ils n'ont jamais connu. Claire, s'il te plaît, pense aux conséquences. J'y pense. Je pense que nos enfants sont adultes et méritent la vérité. Je pense qu'Antoine a perdu sa mère et mérite d'avoir son père présent. Je pense que je mérite une chance de découvrir qui je suis à 58 ans. J'ai monté les escaliers vers notre chambre, me retournant une dernière fois. Tu peux rester dans la chambre d'amis cette nuit. Demain nous commençons à parler des détails pratiques de la séparation. Et si je ne veux pas divorcer? La question m'a arrêtée au milieu de l'escalier. Je me suis tournée pour le regarder, cet homme qui avait modelé ma vie pendant si longtemps. Alors tu devras apprendre à vivre avec les conséquences de tes choix, Philippe. Parce que moi, j'ai déjà appris à vivre avec les miens. Cette nuit-là, couchée seule dans le lit que nous avions partagé pendant 3 décennies, je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté, comme si un poids gigantesque avait été retiré de mes épaules. Pour la première fois en années, m'endormir a été facile. Et j'ai rêvé non pas du passé que j'avais perdu, mais de l'avenir que j'étais sur le point de construire. 6 mois après avoir signé les papiers du divorce, je me suis réveillée dans ma nouvelle maison à Annecy avec une sensation que j'avais oublié qu'elle existait, la curiosité pour ce que la journée me réserverait. L'appartement petit au 2e étage d'un immeuble centenaire, avec vue sur le lac d'Annecy, était complètement différent de la grande maison à Lyon que j'avais partagée avec Philippe pendant si longtemps. Ici, les murs étaient peints d'un bleu doux que j'avais choisi après avoir passé tout un après-midi dans le magasin de peinture, testant différentes teintes jusqu'à trouver celle qui faisait sourire mon cœur. Les plantes, fougères, violettes africaines et une imposante monstra étaient où je voulais qu'elles soient, suivant la lumière naturelle, pas la composition esthétique que quelqu'un d'autre approuverait. Et les livres, tant de livres que j'avais commencé à collectionner à nouveau, occupaient des étagères que j'avais montées de mes propres mains, en regardant des tutoriels sur YouTube et en me surprenant de ma propre compétence manuelle. Les premiers mois après la séparation ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la solitude, celle-ci, étonnamment, était devenue une compagne bienvenue, mais à cause du vertige de devoir redécouvrir qui j'étais au-delà d'épouse et de mère. La première semaine a été particulièrement brutale. Je me réveillais à 6 heures du matin, comme je l'avais toujours fait pour préparer le café de Philippe, mais la cuisine vide me rappelait qu'il n'y avait plus personne à servir. Je faisais du café pour une personne seulement et m'asseyais à la petite table de la cuisine, n'entendant que le silence où il y avait avant toujours la conversation matinale sur les projets du jour. J'ai beaucoup pleuré les premières semaines. Pas tant pour la perte de Philippe, cette douleur était trop complexe pour de simples larmes, mais pour la perte de l'identité que j'avais construite autour de lui. Pendant 30 ans, j'avais été l'épouse de Philippe, la mère des enfants de Philippe, l'hôtesse parfaite aux fêtes de Philippe. Maintenant, seule dans ma petite cuisine bleue, j'étais juste Claire. Et qui était Claire? La réponse est venue graduellement, dans de petites découvertes quotidiennes. Claire aimait se réveiller plus tard et prendre son petit déjeuner lentement, en lisant.
Claire préférait la musique classique le matin, pas les nouvelles à la radio. Claire avait oublié comme c'était délicieux de manger des œufs brouillés aux herbes fraîches sans se soucier de savoir si son mari aimerait la combinaison. Philippe a déménagé à Paris pour être proche d'Antoine, comme nous l'avions convenu, mais nos enfants ont été initialement dévastés par le divorce. Chacun a réagi différemment, reflétant leur personnalité et leurs âges. Marie, notre fille de 32 ans, a été la première à me rendre visite à Annecy. Elle est arrivée un samedi de décembre, portant des fleurs et une expression inquiète. « Maman, tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» a-t-elle demandé, regardant autour de l'appartement modeste. Je veux dire, je sais que papa a fait une grosse erreur, mais vous étiez ensemble depuis si longtemps. J'ai préparé du thé pour nous deux et nous nous sommes assises dans le petit salon, la vue du lac encadrée par la fenêtre. Marie, puis-je te raconter quelque chose? Hier j'ai passé 2 heures dans une librairie, juste en feuilletant des livres sur l'archéologie médiévale. Pas parce que quelqu'un m'attendait à la maison, pas parce que j'avais une liste de tâches ménagères, mais simplement parce que je le voulais. Et j'avais oublié comme c'était bon de faire quelque chose juste parce que je voulais le faire. Il y a des années que je ne prenais plus une décision en pensant d'abord à moi. Marie m'a observé longuement. Tu as l'air différente. Différente comment? Plus toi, si ça a du sens. Je sais que ça sonne étrange, mais il y a quelque chose dans tes yeux, une lumière qui n'était pas là avant. Même quand tu étais heureuse avec papa, il y avait toujours quelque chose comme de la résignation. Maintenant tu as l'air plus vivante. Nous avons parlé pendant des heures ce samedi. Je lui ai raconté les cours d'histoire que j'avais commencé à suivre à l'université locale, mes projets de faire le master que j'avais abandonné des décennies plus tôt. J'ai parlé des promenades solitaires autour du lac, de comment j'avais redécouvert le plaisir simple de cuisiner pour moi-même. Et papa, tu ne regrettes pas sa compagnie? C'était une question complexe. Je regrette ce que je pensais que nous avions. Je regrette la sécurité d'une routine connue. Mais je ne regrette pas d'être seulement une extension d'une autre personne. Marie est restée silencieuse un moment. Nous savons pour Antoine. Vous savez. Papa nous a dit. C'était difficile de digérer qu'on ait un frère de 38 ans qu'on n'a jamais connu. Pierre était furieux, Thomas confus. Moi, je ressens juste de la pitié pour vous tous. Quelle situation impossible. Et pour ce qui est de connaître Antoine. Je pense que oui, éventuellement. Ce n'est pas sa faute d'être né dans cette situation. Mais ça va prendre du temps. Pierre, mon fils aîné de 36 ans, a été moins compréhensif. Il est arrivé à Annecy 2 semaines après Marie, conduisant comme un fou depuis Paris, où il travaillait comme architecte. « Maman, tu es complètement devenue folle », a été sa façon de me saluer. « Papa a commis une erreur, je suis d'accord, mais ça ne signifie pas que tu doives détruire notre famille. » Notre famille n'a pas été détruite par moi, Pierre. Vous auriez pu aller voir un conseiller matrimonial, résoudre ça de façon mature. 40 ans de mensonges ne se résolvent pas avec quelques séances de thérapie, mon fils. Pierre a marché dans le petit salon comme un animal en cage. Regarde cet endroit. Tu es sorti d'une belle maison pour habiter dans ce cube. Ce cube est à moi. Chaque objet ici a été choisi par moi, chaque couleur reflète mon goût, chaque livre représente mon intérêt authentique. Tu es dramatique. Je suis honnête pour la première fois en décennies. La conversation avec Pierre a été tendue, mais nécessaire. Il voyait le divorce comme un caprice, une réaction exagérée. D'une femme ménopausée. Il a fallu des mois pour qu'il commence à comprendre que ma décision n'avait pas été impulsive, mais soigneusement réfléchie. Thomas, le Benjamin de 29 ans, a réagi avec la confusion typique de quelqu'un qui avait toujours vu ses parents comme une unité indissoluble. Il appelait chaque semaine, demandant toujours si j'y allais bien, comme si je traversais une maladie temporaire. « Maman, tu ne veux vraiment pas essayer de te réconcilier avec papa? » Il a l'air très repentant. « Thomas, arriverais-tu à faire confiance à quelqu'un qui t'a menti sur quelque chose de fondamental pendant 40 ans? » Mais il t'aimait. Il aimait une version de moi que j'avais créée pour lui plaire. Je ne suis pas sûre qu'il ait jamais connu la vraie Claire. 3 mois après le déménagement à Annecy, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Je me suis inscrite pour le master en histoire médiévale à l'université Savoie-Mont-Blanc.
J'avais 58 ans et je n'étais plus dans une salle de classe depuis 3 décennies, mais la passion pour la recherche historique s'était rallumée avec une force qui m'a surprise. L'université m'a accueilli à bras ouverts. Ma lettre de motivation, où j'expliquais mon intention de rechercher sur les couvents féminins du XIIIe siècle et les stratégies de pouvoir des femmes religieuses, a éveillé l'intérêt du département. Le professeur Dubois, aucun lien avec mon nom de jeune fille, coordinateur du programme, m'a reçu dans son bureau plein de livres anciens et de cartes médiévales. Madame Dubois, votre proposition de recherche est fascinante. Il est rare de trouver quelqu'un avec votre maturité et expérience de vie intéressé par cette période. Je crois que vous pouvez apporter une perspective unique aux études. J'espère réussir à suivre des étudiants beaucoup plus jeunes. L'âge n'est qu'un nombre quand il s'agit de passions intellectuelles. D'ailleurs, certains de nos meilleurs chercheurs ont commencé ou repris leurs études après 50 ans. Pendant les premiers cours, assise entre de jeunes étudiants qui auraient pu être mes petits-enfants, je me sentais comme une impostrice. Mais graduellement, en participant aux discussions, contribuant avec des insights que seule l'expérience de la vie pouvait fournir, j'ai réalisé que j'avais beaucoup à offrir. Ma recherche se concentrait sur comment les abbesses médiévales réussissaient à exercer le pouvoir et l'influence dans une société patriarcale, utilisant les institutions religieuses comme plateforme pour l'autonomie intellectuelle et administrative. L'ironie d'étudier des femmes qui trouvaient la liberté dans des structures apparemment restrictives ne m'a pas échappé. C'est intéressant, a commenté une collègue de classe, Sophie, que m'a dit une fois, la différence entre solitude et solitude, c'est que la première on l'a subie, la seconde on l'a choisie. J'ai choisi la solitude, et elle est devenue un professeur patient qui m'a enseigné des choses sur moi-même que je n'aurais jamais découvertes au milieu du bruit d'une relation mal construite. Si l'amour réapparaît dans ma vie, il sera le bienvenu. Mais maintenant je sais qu'il devra être un complément à ma plénitude, pas une béquille pour mes carences. Antoine et moi avons développé une correspondance régulière qui est devenue une des parties les plus enrichissantes de ma nouvelle vie. Ces lettres arrivent toutes les 2 semaines, toujours manuscrites sur du papier de qualité, démontrant une éducation soignée qu'Isabelle lui avait donnée. Dans la lettre la plus récente, il m'a raconté un cas difficile à l'hôpital. « Chère Claire, hier j'ai traité une fille de 8 ans qui est arrivée aux urgences avec des symptômes qui ne correspondaient à aucun diagnostic clair. Tous les examens étaient normaux, mais elle souffrait clairement. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que maman disait toujours. Parfois la douleur n'est pas là où on imagine, mais d'où elle vient. » J'ai parlé plus avec la petite, avec patience, sans hâte. J'ai découvert que ses parents divorçaient et qu'elle somatisait la souffrance émotionnelle. Ce n'était pas un problème médical au sens strict, mais c'était très réel pour elle. Je pense beaucoup à ça. À comment parfois nous portons des douleurs qui viennent d'endroits que nous ne soupçonnons même pas. Vous devez comprendre ça mieux que personne. Comment vont vos études? Et les amis du groupe de lecture? J'espère que vous profitez de cette période de découverte. Avec affection, Antoine, j'ai répondu en racontant mon article accepté pour publication et comment j'apprenais que la connaissance académique pouvait être une forme de guérison. Cher Antoine, votre histoire de la petite m'a profondément touché. Vous avez raison sur le fait qu'on porte des douleurs d'endroits inattendus. Ma recherche sur les femmes médiévales est devenue, d'une certaine façon, une enquête sur ma propre vie. J'ai découvert que ces femmes que j'étudie trouvaient des façons sophistiquées d'exercer le pouvoir et l'autonomie dans des systèmes qui les limitaient. Elles créaient des alliances, développaient des spécialités, construisaient de l'influence à travers la connaissance. Ce n'est pas très différent de ce que des femmes comme nous faisons aujourd'hui. La différence, c'est que maintenant je sais que je le fais consciemment, plus par instinct de survie. J'aimerais vous raconter quelque chose. Hier, en rangeant de vieux papiers, j'ai trouvé une photo de nous, vous, moi, vos frères et Philippe, prise sans que je le sache, pendant une fête d'anniversaire de Marie il y a quelques années. Vous étiez là, discret dans un coin, observant. Maintenant je comprends que Philippe vous emmenait à nos réunions familiales comme si vous étiez juste un « ami de la famille ». Je n'ai pas ressenti de colère en voyant la photo. J'ai ressenti de la tristesse pour nous tous, pour vous, qui deviez faire semblant d'être juste un ami, pour moi, qui vivais un mensonge sans le savoir, pour vos frères, qui ont perdu des années de cohabitation avec vous. Mais j'ai aussi ressenti de la gratitude. Gratitude parce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir cette correspondance honnête, cette amitié authentique construite sur la vérité, pas sur des tromperies. Avec affection sincère, Claire, une des surprises les plus touchantes de cette période a été la réaction de ma mère, Madeleine, de 84 ans. J'ai toujours pensé qu'elle désapprouverait ma décision de divorcer.
Après tout, elle appartenait à une génération où le mariage était pour toute la vie, indépendamment des circonstances. Quand je suis allée la voir dans sa petite maison aux alentours de Lyon, 2 semaines après la séparation, je m'attendais à trouver de la réprobation. Au lieu de ça, elle m'a regardé longuement et a dit « Enfin tu redeviens la fille courageuse que j'ai élevée. » Maman, tu ne penses pas que j'aurais dû essayer de sauver le mariage? Elle m'a servi du thé dans ses tasses de porcelaine préférées, les mêmes qu'elle utilisait depuis que je me souviens d'être quelqu'un. Claire, tu veux connaître la vérité? Je n'ai jamais beaucoup aimé Philippe. J'ai failli renverser le thé. Comment ça? Il était trop contrôlant. J'ai toujours trouvé que tu avais perdu un peu de toi-même après votre mariage. Tu étais si vibrante, si décidée. Après le mariage, tu semblais toujours te consulter mentalement avec lui avant d'exprimer une opinion. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Parce que tu semblais heureuse. Ou du moins contente. Et j'ai pensé que c'était juste mon impression de mère protectrice. Ma mère m'a alors raconté son propre mariage avec mon père, qui était mort quand j'avais 20 ans. Ton père était un bon homme, mais de sa génération, qui pensait que les épouses devaient être ornementales. Je me suis adaptée parce que je n'avais pas d'autres options, mais j'ai toujours rêvé que tu aurais plus de choix que moi. Tu as regretté quelque chose? De ne pas être retournée travailler après que tu as quitté la maison. J'ai toujours voulu être bibliothécaire, tu sais? Mais ton père pensait que ce n'était pas nécessaire, qu'il gagnait assez pour nous deux. Cette conversation a changé notre relation. Pour la première fois, nous nous voyons l'une l'autre non seulement comme mère et fille, mais comme des femmes qui avaient affronté des défis similaires à des époques différentes. Maintenant je rends visite à ma mère chaque semaine. Elle est devenue une des plus grandes enthousiastes de mes études, demandant toujours des nouvelles de mes recherches, me demandant de voir mes textes. À 84 ans, elle s'est inscrite dans un atelier d'informatique pour seniors pour pouvoir lire mes articles quand ils seront publiés en ligne. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, a-t-elle dit la semaine dernière, montrant fièrement comment elle avait appris à utiliser l'ordinateur de la bibliothèque locale. Il y a 3 mois, j'ai commencé à faire du bénévolat au centre d'accueil pour femmes, un refuge pour femmes en situation de violence domestique à Annecy. C'est Sophie qui me l'a suggéré, après que j'ai mentionné que je voulais trouver une façon d'appliquer mon expérience personnelle pour aider d'autres femmes. Initialement, j'aidais avec les questions administratives, organisant des documents, aidant avec la correspondance. Mais graduellement, la coordinatrice du centre, Madame Rousseau, a commencé à m'inclure dans les sessions de groupe. Vous avez quelque chose de spécial à offrir, a-t-elle dit. Ce n'est pas seulement de l'empathie, ça, beaucoup de bénévoles l'ont. C'est une autorité qui vient d'avoir reconstruit sa propre vie. Je travaille avec des femmes de tous âges, mais je m'identifie spécialement avec celles au-dessus de 45 ans, qui affrontent la terreur particulière de recommencer quand elles sentent qu'il est trop tard. Une d'elles, Véronique, de 52 ans, est arrivée au centre après 25 ans de mariage avec un homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie, depuis les vêtements qu'elle portait jusqu'aux amis qu'elle pouvait avoir. « Comment vous faites ça ?» m'a-t-elle demandé pendant une de nos conversations. « Comment vous avez le courage de recommencer à zéro à 58 ans ?» Parce que j'ai finalement compris que recommencer à zéro, ce n'est pas tout perdre, ai-je répondu. C'est découvrir ce qui importe vraiment. Véronique habite maintenant seule pour la première fois de sa vie adulte, travaille à mi-temps dans un magasin d'artisanat et suit un cours de comptabilité en ligne. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais c'est profondément réel. Vous savez qu'hier j'ai décidé de dîner seulement d'une salade de fruits parce que c'était ça que je voulais, m'a-t-elle raconté la semaine dernière, en riant. Mon ex-mari détestait quand je ne cuisinais pas vraiment. Maintenant je mange de la salade de fruits au dîner quand j'en ai envie. Et vous savez quoi? C'est délicieux. Ces petits actes d'autodétermination sont ceux qui m'émeuvent le plus. Ils me rappellent mes propres premiers pas, la coupe de cheveux, le choix des couleurs des murs, la décision de prendre le petit déjeuner en lisant au lieu d'écouter les nouvelles. La semaine dernière, le professeur Dubois m'a fait une proposition inattendue. Claire, avez-vous déjà pensé à continuer pour le doctorat? Votre recherche sur les stratégies de pouvoir féminin médiéval a le potentiel de devenir une thèse innovante. L'idée m'a laissée simultanément enthousiasmée et appréhensive. Un doctorat à 59 ans? Ce serait une aventure académique d'au moins 4 ans. Je sais que ça semble ambitieux, a-t-il continué, mais vous avez quelque chose de rare, une passion authentique pour le sujet combiné avec la maturité intellectuelle. En plus,
Il y a une demande croissante pour des chercheuses qui peuvent apporter des perspectives interdisciplinaires aux études médiévales. Je considère sérieusement la proposition. Mon sujet serait « Réseau de pouvoir féminin dans les couvents français du XIIIe siècle, stratégie d'autonomie et d'influence ». Ce serait une extension naturelle de mon travail actuel, mais avec une portée beaucoup plus ambitieuse. L'idée de devenir docteur à 63 ans m'amuse. Philippe disait toujours que j'avais une « manie des grandeurs » quand je mentionnais des projets académiques. Maintenant, cette « manie des grandeurs » peut devenir réalité. Le mois dernier, j'ai pris une décision importante. J'ai acheté une petite maison aux alentours d'Annecy, près du lac, avec un jardin où je peux planter ce que je veux et un bureau avec vue sur les montagnes où j'ai l'intention d'écrire ma thèse. C'est une maison du 19e siècle, qui a besoin de quelques rénovations, mais qui a exactement la personnalité dont j'ai toujours rêvé. Grandes fenêtres, haut plafond, une bibliothèque encastrée dans le salon principal. Le jardin a un rosier centenaire que l'ancienne propriétaire m'a appris à soigner. Cette rose est comme vous, a dit Madame Leclerc, la dame de 89 ans qui m'a vendu la maison. Elle semble avoir traversé des hivers difficiles, mais au printemps, elle fleurit plus belle que jamais. Je rénove la maison lentement, apprenant à utiliser des outils, peignant des murs, choisissant des meubles. Chaque décision est entièrement mienne. C'est un processus de création qui va bien au-delà de la décoration. Je suis littéralement en train de construire l'espace physique de ma nouvelle vie. Aujourd'hui, en organisant des papiers pour le déménagement définitif dans ma nouvelle maison, j'ai trouvé le journal que je tenais pendant les premiers mois après la séparation. J'ai relu quelques entrées et j'ai été impressionné par la femme effrayée et perdue que j'étais il y a seulement un an. J'ai décidé d'écrire une lettre à cette Claire d'il y a 6 mois. Chère Claire du passé, je sais que tu as peur. Je sais que parfois tu te réveilles au milieu de la nuit en te demandant si tu as fait le bon choix, si tu n'aurais pas dû essayer de sauver le mariage, s'il n'est pas trop tard pour recommencer. Je veux te dire que ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu vas découvrir que tu es plus forte que tu l'imagines. Que tu as plus de talent que Philippe te permettait de développer. Que ton esprit est aiguisé, ta curiosité infinie, ta capacité de grandir illimitée. Tu vas te faire de vrais amis, des femmes qui te connaîtront comme Claire, pas comme l'épouse de quelqu'un. Tu vas redécouvrir des passions académiques que tu pensais avoir perdues pour toujours. Tu vas trouver un but en aidant d'autres femmes à découvrir leur propre force. Et tu sais quoi encore? Tu vas te regarder dans le miroir un dimanche matin et aimer authentiquement la femme que tu vois refléter. Pas parce qu'elle est plus jeune ou plus belle, mais parce qu'elle est finalement authentique. Philippe a fait ses choix, et tu n'es pas responsable pour eux. Tu es responsable seulement de tes propres choix à partir de maintenant. Et quel choix merveilleux tu vas faire. Continue à être courageuse. Avec amour, la Claire que tu vas devenir ce matin, je me suis réveillée dans ma nouvelle maison, dans le lit que j'ai choisi, entre des draps de la couleur que j'aime, avec le son des oiseaux dans le jardin que je plante de mes propres mains. J'ai préparé du café dans la cuisine jaune que j'ai peinte pendant les week-ends, je me suis assise à la table de bois rustique que j'ai achetée dans une foire aux antiquités, et j'ai ouvert le livre sur les manuscrits enluminés que je lis pour ma recherche de doctorat. Pendant que je lisais, j'ai entendu le téléphone sonner. C'était Marie, qui appelait pour savoir si je voulais déjeuner avec elle et mon petit-fils la semaine prochaine quand il viendrait me rendre visite. « Maman, tu as l'air si légère », a-t-elle dit. « Je me sens légère. Je suis fière de toi. Nous le sommes tous. » Après l'appel, j'ai marché dans le jardin, vérifiant comment poussent les tomates que j'ai plantées, comment s'adaptent les herbes aromatiques que j'ai déplacées la semaine dernière. Tout pousse à son propre rythme, suivant des cycles naturels qui ne peuvent être forcés ni contrôlés par d'autres. À 10 heures, j'ai cours d'histoire médiévale. À 14 heures, réunion au centre d'aide aux femmes. À 18 heures, dîner avec le groupe de lecture pour discuter, Circé, de Madeleine Miller, un livre sur une femme qui découvre son propre pouvoir après des siècles d'être sous-estimée. C'est une vie remplie, mais remplie de choix qui sont miens. Hier, en rangeant quelques livres, j'ai trouvé une photo de nous de la lune de miel en Provence. Philippe et moi, jeunes et souriants, posant devant un champ de lavande. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de mélancolie, pas pour les années perdues, mais pour la naïveté de cette jeune femme de 28 ans qui croyait que l'amour signifiait renoncer à soi-même. J'ai rangé la photo dans une boîte avec d'autres souvenirs, pas pour oublier, mais pour me souvenir du chemin parcouru. Parce que même les années vécues dans un mensonge ont fait partie de mon histoire. Elles m'ont apporté 3 enfants merveilleux, des moments authentiquement heureux, et m'ont enseigné une leçon précieuse.
qu'on peut choisir de recommencer à tout moment, du moment qu'on a le courage d'affronter la vérité. Et la vérité, c'est que je suis Claire Dubois maintenant, j'ai repris mon nom de jeune fille. Je suis étudiante, chercheuse, femme indépendante, grand-mère fière, fille dévouée, amie loyale, bénévole dédiée. Je suis toutes ces choses et bien plus. Je suis la preuve vivante que les mensonges des autres peuvent devenir le catalyseur pour notre propre vérité. Ce matin, pendant que je prenais mon café en observant les cygnes sur le lac, j'ai souri en pensant que mon histoire ne finit pas avec la découverte des mensonges de Philippe. En fait, elle ne fait que commencer. À 59 ans, j'écris finalement le premier chapitre d'une vie qui est vraiment mienne. Et quelle histoire magnifique j'ai l'intention d'écrire à partir de maintenant. Parfois nous devons perdre la vie que nous pensions avoir pour trouver la vie que nous méritons de vivre. La vérité peut faire mal, mais c'est la seule chose qui nous libère vraiment pour être qui nous sommes nés pour être. Aujourd'hui, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre notre propre histoire. Parfois nous devons perdre la vie que nous pensions avoir pour trouver la vie que nous méritons de vivre. La vérité peut faire mal, mais c'est la seule chose qui nous libère vraiment pour être qui nous sommes nés pour être. Claire Dubois, chercheuse, doctorante, et finalement, auteure de sa propre vie.